vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission. À vous de juger, le premier numéro de la semaine. Pour aujourd'hui, nous allons analyser l'an 1 du gouvernement souminois. Vous avez suivi plusieurs ministres en détail. Vous avez suivi ici sur Télé 7 le ministre de l'économie, vous avez suivi le ministre de la communication, vous avez suivi le ministre de la santé. Chacun dans son secteur a pu évaluer et vous les avez tous suivis. Et comment est-ce que vous les jugez? Comment est-ce que vous trouvez ce qu'ils ont dit? Les bilans est-il largement positif comme le disent ou largement négatif comme le disent certaines gens de l'opposition? Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'invités. Nous avons un seul, c'est le professeur Joe. Le professeur Joe, ça fait longtemps, on peut même dire ça fait des années. Vous avez suivi les concepts de la guerre économique. La guerre économique, c'est lui qui, l'auteur même de ces concepts, la guerre qui oppose la RDC et le Rwanda jusqu'à aujourd'hui. Je peux le dire, les concepteurs de ce mot guerre économique RDC-Rwanda, il est ici avec nous, le professeur José Kimonio Mutabazi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Ça va, ça va. Je pensais que tu allais dire que j'étais une légende. Ancien candidat président de la République qui n'était pas retenu. Bon, avant d'aller là, pourquoi votre nom n'était pas retenu parmi les candidats? Parce qu'on ne vous a jamais eu après, hein? Jusqu'aujourd'hui. Non, il faut savoir que la réponse devait venir du juge Tassoki qui est mort sans s'être prononcé sur ma candidature. C'est là où ça a bloqué. C'est le juge qui devait faire dire l'ordonnance dans les 48 heures. Il a promis. Et puis, comme lui ne s'est pas prononcé, la CENI en a profité pour dire je ne peux pas. La Cour constitutionnelle a dit je dois me référer. J'étais, soi-disant, j'avais la chance d'être candidat jusqu'au jour des élections. C'est ça qu'on m'a dit. Parce qu'on dit on ne pouvait rien faire tant que Tassoki ne se prononce. Mais à tout moment, il s'est prononcé, il pouvait ordonner que je sois candidat. Mais aujourd'hui, ça fait que je crois, ça fait combien? Il y a des mois qu'il est mort. Alors, Pourquoi vous n'étiez pas retenu candidat président de la République? Les raisons étaient quoi de la Cour? Mais c'est le juge qui devait dire il est mort. Que vous n'êtes pas congolais? Non, que les dossiers étaient incomplets? Ou c'était quoi? Non, c'était en fait, qu'est-ce qui a commencé la guerre? C'est depuis la Cour constitutionnelle. Ouais. La loi électorale, j'ai dit qu'elle n'était pas, qu'elle est inconstitutionnelle parce que ça demande l'argent. Je me rappelle encore. Mais maintenant, la Cour constitutionnelle a refusé de me répondre. Et moi, je dis au Conseil d'État, est-ce que la Cour constitutionnelle a violé l'article 60 de la Constitution? Tout ce qu'il devait dire, c'est vrai ou faux et quelles sont les conséquences. Mais comme j'avais ce dossier à la Cour, au Conseil d'État, on dit quelque part tu ne pouvais pas être candidat parce que dossier, hein, on devait se prononcer là-bas pour le reste. Et comme l'autre ne s'est pas prononcé, je suis allé, on a même appelé à la Cour constitutionnelle et ils se disent, eux aussi ils ne pouvaient pas juger tant que le Conseil d'État s'est bloqué. Donc, d'après vous, on ne pouvait pas déposer son dossier et l'argent pour être retenu candidat de la République. Non. L'argent, c'est vraiment inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel parce qu'il y a l'article de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas discriminer un Congolais sur base socio-économique. Et moi, je dis à la Cour constitutionnelle, avec même la liste, est-ce que c'est une discrimination? Et je même dis qu'on pouvait déposer des pétitions, on peut faire retenir des gens sur et jusqu'à aujourd'hui. La question n'a jamais été répondue. Donc la question restait pendante jusqu'à aujourd'hui, oui, sans réponse. Et ça m'a coûté la candidature, parce que quand je suis allé au Conseil d'État, j'ai défié la plus haute cour pour dire la plus haute cour, la Cour constitutionnelle, a violé la Constitution en ne me répondant pas. Très bien. Donc vous vous êtes attiré d'ennui inutilement en train de défendre les Congolais, d'autres Congolais? Non, parce que j'ai créé une précédence. Et
dans l'histoire, on doit dire. Même aujourd'hui, même le Conseil d'État qui ne m'a pas répondu en 48 heures, elle a aussi violé leur loi administrative. Tout le monde viole la Constitution et la loi administrative. Quand vous parlez, la justice est malade, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas la corruption, c'est que les gens refusent d'appliquer la loi comme elle est. Très bien. Mesdames et messieurs, vous voyez là le professeur Jose Sekimonyo Mutambazi et une candidature qui a été rejetée. Non, c'est ça qui... Donc ce n'était pas rejeté. Ni accepté ni rejeté. Bon, donc vous comprenez. Parce que la CENI dit elle n'a pas rejeté une candidature. Ils ont tweeté. Ouais. Mais on m'appelle à la Cour constitutionnelle, la CENI dit qu'elle a rejeté. Mais on dit, mais tu as dit que tu n'as pas rejeté. Dans cette discussion, ça veut dire, on m'a dit non, la Cour constitutionnelle a décidé que je suis entre être accepté et celui qui va le dire, c'est le juge Tassoki lui-même qui a violé la loi en me répondant pas en 48 heures. Alors, à la fin de la journée, on m'a dit non, il faut attendre jusque le jour, je crois que les élections c'était le 29 ou 28, disons décembre. On m'a dit jusqu'à minuit. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est quoi l'implication économique dans ça? C'est ça le plus important. Si on ne respecte pas la Constitution, les lois, alors les contrats entre moi et toi, imagine, moi et toi, on fait une histoire d'une maison et tu m'as escroqué. Je vais à la cour et le juge ne répond pas. Il ne respecte pas la loi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de trouver le moyen, pour ne pas dire corrompre le juge, de ne pas répondre. Et moi, j'aurais perdu. Dans ça, c'est la justice qui garantit les contrats. Et c'est ça que je voulais démontrer. L'implication sur l'économie. Alors, quelle est l'image qui vous est restée de la justice congolaise avant qu'on ait pu évoluer? La justice congolaise est proprement dite politique. On ne comprend pas l'implication sur l'économie nationale. Comment vous voulez des investisseurs viennent ici au moment où un juge ne peut pas donner un jugement? Il pouvait bien dire que non, on rejette. Ouais. Il refuse de donner un jugement. Comment vous voulez... Non, parce qu'il n'avait pas d'argument. Parce que comment rejeter quelqu'un qui est en ordre? Mais je voulais dire, vaut mieux qu'il rejette dans les délais et que je fais un appel. On pouvait dire que la loi est corrompue. Mais maintenant, un juge qui ne répond pas, la Cour constitutionnelle qui ne répond pas dans les délais, comprenez que comment vous voulez que les gens investissent en RDC au moment où si quelqu'un me prend ton argent, le juge peut ne pas se prononcer et ça se termine par là. Et la caution non remboursable, vous l'avez versée ou non? Non, parce que tu déposes un chèque, il y a moyen d'éviter tout ça. Il y a moyen de supprimer un paiement, tout ça. Je ne suis pas aussi bête que ça. J'ai pu sauver... ce qui devait être sauvé. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous comprenez que tout est déjà fin prêt pour que notre émission démarre. À vous de juger ce parti. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Vous étiez au pays quand le gouvernement souminois a été investi à l'Assemblée nationale? Oui. Alors, aujourd'hui, une année déjà, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous jugez les actions de la Première ministre par rapport au Premier ministre passé en RDC? Comment juger ces actions? On doit te demander la question fondamentale, est-ce qu'il y a eu des actions? C'est ça qu'il faut se dire. Ça c'est votre question. C'est ça la grande question. On doit se dire, le président Tshisekedi, on dit que le premier mandat a été bafoué, gaffé, parce qu'il s'est battu avec tout le monde, neutralisé tout le monde. On a un Issa Malukonde qu'on ne peut pas dire qu'il a échoué ou réussi, parce que tout ce qu'on a de lui, ce sont des sourires. Le deuxième mandat commence quand le président Tshisekedi, il a tout, le contrôle. Hein, je dis de la République de la Gambie jusque dans le préfet. Il a tout. C'est à lui, il n'y a plus d'excuses. Et même maintenant avec comment on appelle ça, le deal Rwanda-Congo, qui peut neutraliser l'appétit du Rwanda, ça veut dire aussi cette excuse aussi va diminuer. Le problème qu'on a, on est dans un système semi-présidentiel. Le président règne, mais c'est le Premier ministre qui gouverne.
Et qui est rédevable devant l'Assemblée, le Parlement. Quand on a un Premier ministre ou une Première ministre qui ne gouverne pas, qui est chambre à écho du président, on a un problème sur le plan, disons, sur le plan économique. Déjà, on a un problème. Parce qu'on n'a pas un Premier ministre qui présente un thème. On ne la voit pas parler de taux de chômage. On a posé la question à faire passer même le ministre d'économie. Vous parlez de tout sauf le taux de chômage, il n'a jamais répondu. Il ne parle pas de la création de l'emploi, la poche du Congolais. On a réajusté le SMIC, on n'a pas élevé le SMIC. Ça veut dire sur le plan économique, il n'y a rien. Sur le plan diplomatique, qui a aussi un effet sur l'économie, on voit qu'elle laisse tout à la présidence. On ne sent pas. C'est elle qui devait être partout, droit, hein, ceci, pour montrer qu'elle est une personne fiable pour les institutions mondiales. Mais on ne la voit pas là-bas. Ça veut dire aussi qu'elle est absente sur ce terrain. La guerre de l'Est, n'en parlons pas. Hein. La sécurité, elle en parle en voyageant à gauche à droite, on doit recruter les jeunes sans budgétiser tout ça. Mais on dit qu'elle est partout. C'est elle qui coordonne le gouvernement. Quand la ministre des Affaires étrangères... Elle coordonne par exemple, quoi? Elle coordonne les actions du gouvernement. Non, elle coordonne... elle coordonne pas. Quand Thérèse Kayikwamba est à New York, mais elle représente qui? Sa chef. Elle représente aujourd'hui la façon dont le jeu s'est fait. Elle représente le président de la République. Parce que... Donc la première ministre ne vaut rien du tout? Non, c'est pour cela, c'est comme si elle ne veut pas déranger le président au moment où elle n'est pas là pour être chambre à écho au président. Elle est issue d'une majorité parlementaire. Mais on la voit, elle fait la même chose que, comment on appelle ça, Sama Lukonde. Sama Lukonde a fait la même chose. C'est une culture qui n'a pas commencé, même sous Mobutu. On avait des premiers ministres qui faisaient écho du président de la République, et ça n'amène pas au développement économique. Quand un président règne et gouverne, c'est un danger pour la démocratie, mais surtout pour l'économie d'une nation, parce qu'il n'y a pas un contrepoids. Ils n'ont pas besoin d'être ennemis, mais il faut un contrepoids. On sent quel est le programme du gouvernement et quel est le programme du président. À la fin, on peut matcher les deux. Mais quand les gens viennent et disent on est ici pour mettre en œuvre la vision du chef, pas du gouvernement. C'est toujours la vision du chef de l'État. Ça veut dire en soi le gouvernement se retire de ses prérogatives. Il faut que Tshisekedi non seulement règne, mais aussi il gouverne. Vous avez déjà vu un ministre qui dit que je suis là pour mettre en œuvre la vision du Premier ministre? Non. Tous, ils sont là pour mettre en œuvre le programme du président. Alors, il y a des fois, les gens me demandent... Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait deux visions? Oui. Non. Il faut qu'il y ait deux visions. Deux visions. Le président de la République, sa vision, le gouvernement, la sienne. Oui, parce que le gouvernement, même s'il n'a pas de vision, il doit avoir un terme, un programme de gouvernement du Premier ministre qui peut s'associer à la vision du chef de l'État parce qu'ils peuvent ne pas être idéologiquement d'accord. Et on voit... C'est en fait la représentation de la vision du chef de l'État. Et même quand on parle de vision du chef d'État, on ne sait pas bien la définir. Tout le monde le fait. On fait un chant, on dit c'est la vision du chef d'État. On fait ceci, c'est la vision du chef d'État. Quelle est la position du Premier ministre par rapport aux négociations avec le Rwanda? Avec le Rwanda. On ne sait pas. Par exemple. On ne sait pas. Elle dit qu'elle est là, c'est la vision du chef de l'État, les motivations du chef de l'État. Elle s'est fait humilier par un ministre de Justice qui dit « je sens l'odeur de la corruption ». Mais une parenthèse, lui-même a été pris par cette odeur-là. Oui, mais qu'il a senti. Il a eu l'audacité de le dire. Ça veut dire pour lui, il ne répond pas au Premier ministre, il répond au chef de l'État. Quand vous avez un Bemba qui prend l'avion partout pour dire qu'il va recruter le jeune, est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est lui? Et d'ailleurs, encore plus que c'est un ministre des Transports. Des Transports. Un ministre des Transports. Il faut des communications. Qui va faire tout ça? Ça veut dire ça a commencé dès la composition du gouvernement.
Elle a accepté, au lieu d'amener des gens, des idées, des experts, elle a accepté de faire un gouvernement de tous ces gens-là qui ne pouvaient rien faire dans le premier gouvernement. Tout le monde qu'on accusait de n'avoir pas fait un changement dans la vie des Congolais, elle les a reconduits. Elle a accepté. Elle pouvait dire non, je ne veux pas d'Mbemba. Je ne veux pas de celui-ci. Là, c'est le point politique. Même si c'est le point politique, elle est Premier ministre. On doit s'assumer. On est journaliste. Est-ce que d'abord, en RDC ou en Afrique, le Premier ministre a un poids? Ils doivent avoir un poids. Parce que déjà, tout le monde coopère avec le président de la République. On coopère avec le président de la République. On soutient le chef de l'État pendant la campagne électorale. Une fois élu, eh bien, on est rémunéré par des postes ministériels. Oui, mais c'est pas lui qui devait faire ça clairement. Par exemple, il y a un exemple, on dit pour Congolais aussi. On poursuit Matata Ponyo, on ne poursuit pas Kabila. Parce que sous Kabila, à un certain moment où de façade, il a régné. Il a laissé Matata Ponyo gouverner. Mais est-ce c'est lui qui dictait à gauche, à droite, ce que se faisait? Je ne dis pas que ce règne et ce gouvernement a produit quelque chose de positif. Mais au moins, ça a existé un certain temps. Effectivement. Alors, c'est aussi, on se demande aujourd'hui, est-ce que le président Tshisekedi, avec le deal qui va se passer, ça veut dire qu'on aura besoin d'un Premier ministre qui gouverne? Parce que tous ces jeux-là, même avec la signature, la mise en place de mécanismes, ça va demander des gens qui sont sur place. Ça ne sera pas le président qui est au four au moulin. Est-ce que le président va continuer à miser sur un canard boiteux? Est-ce qu'il va toujours accepter qu'il y ait un Premier ministre qui sourit pour les photos? Il doit comprendre, pour finir son mandat et avoir l'impact sur la vie des Congolais. Si je vous comprends bien, très bien, le professeur Dio Sekimonyo, ça veut dire que maman Judith Soumino Toulouka n'a pas de chance pour être reconduit Premier ministre. Elle a des chances si le président Tshisekedi veut continuer. Mais elle n'a rien fait. Comment elle doit toujours conserver ses chances? Moi, je suis d'avis qu'elle ne doit pas. Mais c'est idéologique. Si le président Tshisekedi veut régner, gouverner, il va la garder. Parce que tous vont l'obéir. Mais si le président comprend pour le bénéfice, pour le développement de la RDC, il doit régner et choisir quelqu'un, une femme, un homme, qui va gouverner. Ça veut dire que ça doit être quelqu'un qui a l'expertise. Qui a l'expertise de lui dire, pas Yémei. Mais, monsieur le président de la République, c'est comme ça que ça doit aller. Idéologiquement, c'est ça l'impact. Donc, tous les ministres, cette personne pourra tirer la chaîne et ils vont répondre au Premier ministre. Quelqu'un qui peut nous dire le thème. Parce que jusque-là, le Premier ministre ne peut pas nous dire le thème de son programme ou de son gouvernement. C'est beaucoup de piliers là. C'est ceci, c'est 145 territoires. C'est ceci, je fais la ferme, on veut faire le PME sans l'ingénierat. Je dis, mais tout le monde veut faire. Comment on va avoir des entrepreneurs et délaisser les ingénieurs? Ça veut dire on veut des gens qui vendent, mais pas des gens qui peuvent produire quelque chose. Mais pas c'est le facile. Le ministre de l'Industrie qui parle des champs, le ministre de Transport qui commence à parler des nationalités des gens, il y a un qui est Ouazalendo, il y a la santé publique, il n'y a pas de thème. À la fin de compte, le président risque d'avoir 10 ans au pouvoir. Sans héritage, on ne peut pas sentir qu'est-ce qu'il a fait pendant les 10 ans. Mais on va vous raconter, il a mis sur place un programme de 145 territoires et il va vous parler de la gratuité de l'enseignement, de la maternité et consorts. Oui, on mais va toujours sortir ces concepts-là. Oui, on a fait sortir ces concepts-là, mais la gratuité de l'enseignement. De l'enseignement, de la maternité. Elle a un point faible. Ça n'améliore pas la qualité. Très bien. On a parlé de... ça veut dire que la qualité soit médiocre, mais nous tous, on a accès sur cette qualité médiocre. C'est dangereux, ça veut dire qu'on produit des citoyens médiocres qui ont la grosse tête pour se dire qu'ils ont des diplômes. On devait améliorer la qualité de l'éducation. Si peu que certains d'entre nous, même s'ils n'ont pas accès, ceux qui ont accès vont améliorer
la vie de tout le monde. Ils vont améliorer l'économie. Très bien. Quand on parle de la gratuité encore de la naissance, tout ça, c'est que dans tout ça, c'est fondamental de dire qu'on veut maintenir, entretenir la pauvreté. On ne veut pas guérir la pauvreté. On veut dire, si toi, tu n'as pas d'argent, au moins tu peux accoucher, au moins ton enfant peut aller. Et l'accouchement dans quelle qualité de système de santé? Alors, c'est ça que je dis, on est idéologiquement différents. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien en direct sur Télé 7. Vous pouvez très bien les constater. Nous sommes ici avec le professeur Dio Sekimonyo. Alors, si vous avez des réactions, vous pouvez le faire. Eh bien, le numéro est là ouvert. Vous pouvez nous envoyer un texto si vous avez une question. Mais sinon, vous pouvez déjà vous asseoir paisiblement et suivre cette émission. Comme ça se passe. Professeur, si je vous comprends très bien, le Premier ministre doit être un contrepoids. Oui. Du président de la République. Oui. Et non un appui sur lequel les chefs se mettent. Il peut aussi s'appuyer de son expertise. Mais le Premier ministre ne doit pas être la chambre d'écho du président. Ouais, ça, c'est moi, vous l'avez employé plusieurs fois. Ou être le perroquet. Le président doit compter sur le Premier ministre d'avoir de la contre-expertise. Et on doit voir quelqu'un, on doit voir le Premier ministre, par exemple même le ministre dire, parce qu'on en parle, une blague c'est, j'ai vu, on a le ministre de Justice intérimaire. Ouais. On a envoyé ses CV, on a dit qu'il a dansé avec... doctorat, dansé avec les vaches, et tout ça. Ça n'a rien à voir. Plusieurs fois conseiller de ministre de la Justice. Mais on n'a pas dit ce qu'il a écrit. Ou ce qu'il a fait réaliser en tant que tel. Mais c'est même écrit, son idéologie. Qu'est-ce qu'il pense de la justice congolaise? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas écrit sur la justice congolaise? Il y en a. Il y a des gens qui ont écrit. Un Moukoko Sambo, je peux vous dire, de ce qu'il a écrit, sa vision de développement, tout ça, le programme 143, ça vient de son labo. Elle est primitive. Parce qu'on n'a pas... Si on me demande moi, est-ce que Moukoko devait être ministre de l'économie? Je vous dis non. Mais au moins, je veux vous dire sur base de ce qu'il a écrit. Je veux dire, par exemple, les 145 territoires, ce n'était pas la consultation des territoires. De deux, il n'y avait pas de programme pilote. Il est professeur d'université, d'une part, et il s'est dit intellectuel de l'autre part. Et ça demande des fondamentaux. Comment on peut faire des 145 territoires des programmes pilotes? Et voilà. Dans tout ça, c'est ce qui s'est reproduit. On doit avoir un Premier ministre qu'on peut juger de ce qu'ils ont dit ou écrit avant d'être Premier ministre. Très bien, parce que vous avez cité les noms de Moukoko Samba, et on peut dire quelque chose par rapport à l'économie. La première année de Souminois, la gestion, la stabilité macroéconomique, comment est-ce que vous la trouvez? Ils ont fait des priorités sur le facile. On a dépensé beaucoup d'argent. On dit, nous, on a stabilisé le panier de la ménagère. De la ménagère. C'est le panier de la ménagère de quelle population ou de quel peuple? De peuple. Et puis, plus pire, ils ont dit à cause de la stabilité du prix du pétrole. On a payé 400 millions pour des années aux, comment on appelle ça, les marchands du pétrole. On a pris notre argent du contribuable, on a donné à des pétroliers qui sont riches, sans notre avis, pour dire stabiliser. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux de ces 400 millions? Alors, c'est un problème idéologique. Au lieu de donner dans les services sociaux, même le paiement direct, on pouvait le faire, mais on a pris tout notre argent, on a donné aux riches. Soi-disant, ça stabilise le panier de la ménagère. Ça veut dire quoi? On stabilise la pauvreté. On a stabilisé, ils ont fait tellement au prix de combien? 400 millions de dollars pour stabiliser la pauvreté. Pas la qualité... Stabiliser la pauvreté. Parce qu'on n'a pas amélioré la qualité du panier de la ménagère. On a dit, on a stabilisé le panier jusque là. Aujourd'hui, on sait que le Congolais est pauvre. Ça veut dire qu'on a stabilisé la pauvreté, que ça ne s'aggrave pas. Pas dans l'emploi. On pouvait même leur demander en contrepoids de subventions. Très bien. D'engager les gens. Parce que même si toi tu devais faire quelque chose, on a des jeunes qu'on demande des années de service sur leur CV. Pourquoi pas le gouvernement aurait payé la FEC pour
engager des jeunes stagiaires, on leur donne les 400 millions. Parce qu'un jeune qui aurait travaillé dans des compagnies, après 5 ans, il aurait le moyen d'avoir un meilleur boulot. C'est ça qu'on devrait faire. Pas seulement jeter l'argent sur des gens déjà riches. Choisissant, c'est pour épargner qu'ils punissent les pauvres. Il y a plusieurs points qui énumèrent, vous comprenez qu'il ne parle pas du taux de chômage. Il n'y a pas de taux de chômage. Mais ici, on ne connaît jamais. Il est économiste. Pire que ça. Ça veut dire qu'il sait qu'un des facteurs les plus importants, c'est le taux de chômage. Mais s'il ne s'aménage pas à ça, on a un problème. Si c'était un mécanicien, j'aurais compris. Hein, au ministère de l'économie. Mais c'est un économiste qui ne fait pas qu'on trouve comment compter le taux de chômage une priorité. On n'a pas fait les recensements. Mais on fait quoi? Le budget de l'État. Comment on peut planifier sans savoir où sont les Congolais et combien on est? Alors, c'est ça les paramètres qu'on devait faire. Ça ne serait pas aussi populaire ou faire du buzz. Hein? Mais à la fin de compte, il serait le premier à nous mettre sur cette voie-là pour un avenir meilleur, pour une planification meilleure du Congo. Comment on va dire qu'on va planifier pour le taux de naissance, tout ça, sur base de statistiques, hein, progression, tout ça, sans faire de recensement? Alors, on est éparpillé. On parle d'entrepreneuriat, on parle de football. Hein. On veut faire visite Congo, hein, visite RDC. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, il n'y a pas eu de... Quelqu'un se réveille, c'est comme le matin, dit on va faire ça. Mais qu'est-ce qu'on va visiter en RDC? On parle de... Il y a beaucoup de sites touristiques. Ça existe déjà. Qui existent et que les gens viendront... les touristes viendront quand même visiter. Est-ce que les gens ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas que ça n'existe pas? Non. Est-ce que les gens ne viennent pas visiter ces sites touristiques parce qu'ils se disent que ça n'existe pas? Non, ils savent que la RDC existe, ils savent tout ce qu'il y a, mais il y a d'autres paramètres qu'il fallait fixer. Venir au Congo, ça coûte trop cher. Les moyens de... Aujourd'hui, s'il y a plus de gens qui viennent au Congo, où on va les loger? Est-ce qu'on a créé un système où, si beaucoup de gens viennent, ça va affecter le Congolais lambda? Hein? Non. On devait préparer comment faire visiter, venir. On devait faire déjà une analyse pourquoi les gens ne viennent pas. De deux, est-ce que on jette des millions de dollars comme si ça va changer le nombre de gens qui viennent au Congo? Non. Là où on veut copier, eux, ils avaient planifié. Pour dire, on copie Rwanda. On copie Rwanda, si on peut le dire ouvertement. On a copié Rwanda. Mais on n'a pas, si on voulait copier, on devait dire, bon, on doit analyser, espionner. Pourquoi ils ont dit visite Rwanda? Quelles ont été les mesures déjà établies pour dire ils peuvent visiter le Rwanda? Au Rwanda, on a le siège à Kaousibieg. Au Rwanda, de l'autre côté, ils bouffent les gens l'argent, tu donnes, je crois, 1 million, tu peux nommer, hein, donner le nom à un gorille. Ça veut dire qu'ils ont canalisé tout. Ils ne sont pas les premiers à canaliser tout, mais parce qu'on en parle. On n'a pas canalisé. On veut seulement visiter Congo, soi-disant comme si ça va changer la donne. La sécurité. Hein? Est-ce que Kinshasa, c'est vraiment une ville à présenter aux étrangers? Oui, de par ses infrastructures. C'est pas que Kinshasa a la saleté. On n'a pas les infrastructures d'accueil. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? On peut bien présenter, mais on n'a pas les infrastructures d'accueil. On n'a pas l'état d'esprit touristique. Des choses simples. Vous allez dans un restaurant, c'est comme si vous implorez au serveur. Les systèmes de paiement, la carte, tout ça, ça ne fonctionne pas vraiment ici. On n'a pas la culture. De canaliser les recettes. De canaliser les recettes, que ça profite aux citoyens lambda. Parce que maintenant, là, on veut que les recettes vont à l'État. On voit seulement l'État. Très bien. Alors, au professeur Dio, pourquoi en RDC, on a toujours un problème d'emploi? Est-ce qu'on a un problème d'emploi? Oui, il y a un manque d'emploi. Non.
je dis plutôt, c'est un autre problème. C'est pas là. Si on s'attaque seulement de créer des emplois, on va gonfler la fonction publique. On doit se dire, est-ce que le Congolais a les moyens de participer à une économie moderne, de transactions modernes? Non. Une chose, je dis par exemple, comment... Et pourquoi cela? À cause de, quand vous voyez la charte, hein, comment on appelle ça, le tableau du capital humain, on est parmi les derniers. On n'a pas investi, modernisé nos universités et même focus sur certains trucs. Vous allez à l'ISTA, là où on devait faire par exemple la voiture électrique, c'est la poubelle. Vous allez à l'IBTP, là où on devait construire les routes, au lieu d'appeler les Chinois. Mais vous allez à l'UNIKIN, ou l'école catholique, le plus facile, ce sont les lettres. Et les lettres ne créent pas assez d'emplois. Les lettres ne stimulent pas l'économie comme les gens, les ingénieurs. Moi, je fais la politique économique, je peux vous parler. Très bien. Mais à la fin de la journée, quelqu'un qui a fait le micro, c'est à partir de lui que je peux communiquer. Alors, on fait beaucoup plus du prêt-à-porter. On veut une route, on ne veut pas apprendre à faire la route. On est le pays parmi lesquels la Banque mondiale, quand ça nous donne l'argent, ils doivent aussi s'imaginer qu'est-ce qu'on doit en faire. On a la culture du prêt-à-porter. On doit établir, faire que le Congolais ait les moyens de participer à l'économie mondiale dans les secteurs rémunérateurs. Ça veut dire, je dis autrement, je dis, au lieu de parler du Congo en tant que pays solution, on devrait avoir dans notre tête comment faire du Congolais l'autre solution sur le plan mondial. S'il y a un problème, par exemple, comme de l'intelligence artificielle, on devait voir le Congolais dans la compétition. Si on parle de la transformation énergétique, on ne devait pas voir le Congo, le cobalt, on devait voir le Congolais qui pense à faire une batterie, la voiture électrique, la moto électrique. On doit faire du Congolais un être solution. Tant qu'on ne pense, on n'est pas, c'est pas une priorité, on n'aura pas le problème d'emploi. On aura le problème d'employabilité, je pense, on dit ça en français, dans une économie moderne. Ok. Alors, là, vous avez parlé du secteur économique. Vous faites aussi des navettes Est, presque toute la République, et vous parcourez quand même la RDC. Quand on parle du programme de 145 territoires, qu'est-ce que vous avez vu là où vous passez? Ou qu'est-ce que vous voyez? Déjà au début de la discussion, je l'avais dit, c'est mal conçu. C'est la République de la Gombe qui disait ce que les autres ont besoin. Ça veut dire qu'on a construit les écoles à gauche, à droite, sans savoir le besoin réel sur le terrain. Des deux. Mais il y a eu des études quand même, avant de lancer le travaux. Non, c'était beaucoup plus de la République de la Gombe. On n'a pas demandé à Katakombe, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Le nombre d'étudiants? Non, c'était les études faites dans la République de la Gombe. Hein? Les génies, soi-disant, en devinette. Ce n'était pas ça qui devait se passer. Ça devait se passer, on devait demander l'expertise locale. Si on n'a pas ça devant, ils font la facture, on rassemble tout ça, et maintenant, on voit la facture. Combien ça va nous coûter? Comme ça, les entités territoriales décentralisées, c'est eux qui vont mettre en œuvre. Beaucoup de contrats ont été, si pas tous, ont été donnés à Kinshasa pour aller construire à l'intérieur. Et tout ça, le programme de 145 territoires, il faut vérifier même, il n'y a pas que 145 territoires. Vous savez ça? Il y a plus de 145 territoires. Déjà le nombre, on devait comprendre pourquoi 45, parce qu'on a fusionné certains. De deux, le programme ne devait pas être là pour construire les écoles. Les 141 territoires de base, idéologiquement, c'était pour injecter dans l'économie locale de l'argent du gouvernement central. Mais on a construit, parce qu'on dit que partout on devait avoir des hôpitaux, on a construit. On pouvait faire mieux, mais on pouvait aller des entités centralisées territoriales à la République de la Gombe. Au lieu d'aller vice-versa, on devait avoir un programme pilote, quelque part, une approche. C'est comme ça que Boukalanglo, ça n'a pas marché. Parce qu'on jette la science
on fait de la politique facile. C'est ça l'échec même de Boukangalos. Il n'y a pas eu de programme pilote. Boukangalos est devenu un programme pilote, est fait. Daipen a été la même chose. On explose toujours. On saute les étapes. On veut un régime, peut pousser un programme et veut le réaliser pour des raisons de propagande politique. On ne fait pas un programme pour le développement de la nation. Et la preuve que tout ça, c'est en désordre. Est-ce que c'est possible de séparer l'échec du gouvernement et celui du président de la République? Oui. Il y avait... on peut le séparer. Que tel a réussi, tel a échoué. Quand le gouvernement échoue, mais le chef de l'État réussit, c'est possible? Oui, c'est possible. Comment? Si le président a une vision et le gouvernement a ses prérogatives, sa mission, son thème. Le président peut échouer parce qu'il a certaines voies, par exemple la diplomatie. Hein. Par exemple, on dit qu'il est garant de l'unité nationale. Il peut échouer en ça. Le gouvernement n'est pas garant de l'unité nationale. Le gouvernement, c'est pour l'économie, la mise en place d'une certaine politique. Mais ça veut dire qu'un gouvernement peut échouer dans sa politique, mais le président a garanti à faire de journée qu'on est tous unis. Il a garanti le bon fonctionnement des institutions. Ouais. Ouais, c'est ça. Il peut faire que les institutions marchent bien, mais ce n'est pas dire que ces institutions, parce qu'ils marchent bien, qu'ils ont eu un effet positif dans la vie des Congolais. Parce qu'à la fin de l'année, avant les élections de 2023, lorsqu'on est arrivé à fin mandat, pour le premier quinquennat du chef de l'État, on avait collé à Sama Lukonde un échec cuisant. Mais disons que le chef de l'État a réussi son mandat. Comment? Même dans ça, là, c'est un peu bizarre. Parce que Sama Lukonde lui dire qu'il a un 0, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux objectifs, par rapport à ce qui devait être fait et qui n'était jamais accompli, par exemple. Vous avez entendu parler des promesses, beaucoup de promesses. Sama Lukonde n'a pas échoué. Sama Lukonde n'a rien fait. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, a-t-il réussi? Parce qu'on a toujours dit en latin, non progrès dit regredi. C'est lui qui n'avance pas recule. Oui, quand tu recules là, mais tu as quoi? Il n'a même pas... Il n'a pas été existant. Pour que quelqu'un recule ou avance, il doit exister. Lui, je veux vous dire... Non, mais ça, c'est trop fort quand même. C'est trop fort, mais c'est la réalité. Et en plus, on les appelait des warriors. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à part des scandales, tel est volé, tel ceci, il y a tellement eu de scandales. Mais Sama Lukonde, en tant que Premier ministre, il était inexistant. Et c'est là qu'on voit aussi la position qu'adopte Judith Suminwa, qui est dangereuse. Parce que Sama Lukonde, on peut trouver des excuses pour dire il y avait la bataille, le contrôle de la Cour constitutionnelle, tout ça. Mais Sama Lukonde a passé un mandat, il était inexistant. Est-ce que le président a réuni son premier mandat? On peut dire seulement oui, parce qu'il a fait les élections. Mais sur les autres plans, c'est difficile aussi de dire qu'il a réussi parce que ce n'était pas ses prérogatives. La partie où on peut dire le président a échoué, c'est la garantie de l'unité des territoires. Celui, Bounagan était pris. Il a échoué dans cette partie. Qu'est-ce que le président a réussi? C'est la mise en place des élections. Mais pour dire dans le social, ce n'est pas le président d'exécuter. Ça veut dire aussi le président, si on peut dire qu'il a échoué, c'est de rester dans son terrain, régner. Il est allé jusqu'au niveau de gouverner. Très bien. On parle un peu de la sécurité. La sécurité, vous l'avez frôlé là, en parlant de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Ça n'a pas marché, Bounagan a occupé jusqu'aujourd'hui, c'est près de 3 ans déjà, je crois, c'est déjà près de 3 ans. Et nous avons des fronts, il y a la diplomatie, il y a l'armée, il y a la communication et consorts. Nous sommes à New York où la RDC et le Rwanda signent un accord de principe. Ça vous enchante, cette signature et les contenus? Le contenu, ce qui a prouvé le contenu, que le Rwanda, pour ses raisons économiques, peut lâcher ses pantins, ses pions, si ça lui donne l'avantage. Parce qu'il a commencé par dire que c'était pour protéger la minorité Tutsi.
Mais dans ce qui a été signé jusque-là ou paragraphé, on n'en parle pas. On parle beaucoup plus, en fin de compte, l'intégration économique sans condition de protéger qui que ce soit. D'autre part... On refuse aussi l'ingérence entre les deux pays, hein, de soutenir les armées, la rébellion et consorts. On en parle aussi dans le principe. La rébellion pour le Rwanda, c'était juste un instrument de nous mettre à genoux, qu'on accepte ces bêtises, hein, ces caprices pour ses besoins, pour son gain économique. Alors, la guerre, comme on a dit la fois passée, c'était une guerre économique. On vient de la perdre. Parce qu'en fait de compte, on a parlé de sanctions, il n'y a aucune sanction. Maintenant, nous avons perdu la guerre économique. Ouais, la plus importante des guerres, c'est économique. Parce qu'à la fin de la journée, on a accepté l'intégration régionale, un partage de tout ce qui est Congo. Parce qu'on parle seulement de... On a tendance à parler seulement de comment on appelle, nos mines. On ne parle pas de notre richesse démographique. On est un grand marché pour les autres. Et on vient de créer une mauvaise précédence pour les 8 autres voisins. Ça veut dire chacun de nos voisins qui voudra contrôler une sphère, hein, à son bénéfice économique, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de nous taper dessus. On va aller sur la table et négocier et lui donner ce qu'il veut. On vient de créer une mauvaise précédence. On pouvait faire mieux. Deux, il y a une autre chose qui est mal. On est en train de signer, le gouvernement congolais signe avec les entreprises, les multinationales américaines, sous, hein, comment on appelle ça, sous l'œil vigilant des Américains. On devait plutôt faire une coopération entre les compagnies congolaises et les compagnies américaines sous l'égide du gouvernement congolais et le gouvernement américain. Ça veut dire dans tout ça, l'entrepreneur, l'ingénieur, hein, le financier congolais n'est pas invité sur la table. C'est la République, le gouvernement, qui donne feu vert aux entreprises américaines qui n'aura pas vraiment de direct impact sur notre économie nationale sur le plan des citoyens. Mais il y a quelque chose de positif dans tout ça. C'est quoi? Il peut bien signer. Mais celui qui va entérimer, ce n'est pas Tshisekedi. C'est qui? Le président Tshisekedi finit en 2028. Trump nous a déjà montré que tout président, s'il ne veut pas quelque chose qui ne profite pas à ses citoyens, il peut changer d'avis. Alors c'est à nous de commencer à penser 2028. Quel genre de président on veut? Qu'est-ce qu'on veut le président qui viendra derrière, après Tshisekedi? Quelle est sa posture? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que signifie? Kinshasa et Kigali promettent également de soutenir l'intégration économique et régionale, notamment en renforçant la transparence dans les chaînes d'approvisionnement de minerais critiques. Ça veut dire rien, ça veut dire ça veut dire rien. En fait, ça veut dire rien. On a perdu la guerre économique. On doit l'accepter. Le reste... Mais il y en a qui disent que la RDC est sortie quand même la tête haute de ces accords, même si on attend encore... Et les Congolais qui sont morts. Et les Congolais qui sont morts. Si on devait le faire, on devait le faire même au début, parce qu'on savait ce que le Rwanda voulait. Mais si on est allé se battre, si on s'est battu sur ce moment aussi, si on veut en sortir, on doit comprendre qu'on a perdu, on accepte. Mais pourquoi on s'était battu pour ne pas arriver à la fin? Et signer. Et signer. C'est ça, signer, c'est que... Pourquoi on n'avait pas écouté ce que les gens disaient bien avant? Parce qu'on savait qu'on était moins fort, on était infiltré. On n'est pas dire qu'on est infiltré, non, on n'est pas. Toute nation... Mais ça, c'est la chanson de tout le monde. Vous n'avez jamais suivi ça? Oui, c'est la chanson de tout le monde, ouais. Parce qu'on veut des excuses. La même façon, les gardes-corps de Kagame, on les appelle les Lingalafonds. Ce sont les garçons Tutsi, tout ça, qui ont vécu ici, Bandal, Bukavu, tout ça. On a des traîtres. On n'est pas infiltrés. On a des traîtres. C'est ceux des pères de mères qui acceptent pour des intérêts personnels de donner les informations. On est infiltré par des traîtres? Non. Les traîtres, ce ne sont pas ceux qui ont infiltré. Les traîtres, c'est quelqu'un qu'on approche, qui travaille quelque part. Qui accepte volontairement de trahir. Ouais. C'est ça qu'on doit faire. Au lieu de, parce que si on dit infiltré, ça veut dire toute personne qui a été au mixage,
que ce soit RCD ou le militaire de Bemba, ex-phase, on n'a plus confiance en soi. On doit se dire, quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui n'ont ni été RCD, ni été Bemba, qui acceptent, pour certaines raisons, gourmandise, qui acceptent de vendre à l'ennemi, parce que c'est ce qu'on a vu à Goma. Vous croyez pourquoi les gens ont rejoint M23 Goma et Bukavu? Parce qu'il y a beaucoup de gourmands qui ne sont pas des tueurs, mais se disent il va se retrouver à Kinshasa, 1+4 en tant que ministre, en tant que DG, tout ça. Ça, vice-ministre et consort. On n'a pas été infiltré. Ce type, si on peut le dire, il a choisi un camp qu'on peut appeler la traîtrise. Alors, on doit cesser de parler d'infiltration. On devrait plutôt parler, comprendre la motivation de certains traîtres. Très bien. On va terminer avec un mot par rapport au Parlement congolais. Les parlementaires sont en vacances. Vous les suivez de très près. Ils font leur travail correctement. Ils n'ont pas besoin de... La dernière mesure, il y a certaines personnes qui appellent cette année l'année de levée des humilités. Oui. Ils n'ont pas à faire leur travail. On n'a pas compris. Quand je disais que même la Constitution, on devait la revoir pour des raisons de politique économique, c'était ça. Parce que même imaginez que tous qui sont là-bas, ils ont été élus par liste. Pour être candidat indépendant et penser, c'est peu. C'est catastrophique. C'est par la liste. Et pour entrer sur la liste, tu as un contrat avec l'autorité morale. Tu n'en as pas de contrat avec la population. Alors, tout le monde qui est là, ça peut se justifier. Ils ont à répondre à l'autorité morale. Ils n'ont pas à répondre. Ils n'ont aucun contrat social avec la population. D'autre part, on n'a pas... Donc, les vacances ne servent à rien. Ils doivent aller en Europe. Ils vont en Europe. Mais se soigner parce que s'il ne faut pas, et dormir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de contrat social avec la population. Il n'y a pas un agenda qu'ils doivent accomplir. J'ai vu un parlementaire qui s'est plaigné pour demander au ministre de PME pour dire, dans ça, où est l'argent pour les jeunes à Massina? Ils me demandent l'argent, tout ça. Je dis, le parlementaire, tu as voté un budget, tu n'as pas lu. Tu devais inclure ça dans le budget. Ça veut dire que ces parlementaires ne savent pas leur rôle. Ça veut dire, eux, ils pensent seulement, ils ne comprennent pas leur rôle en tant qu'autorité budgétaire. C'est seulement oui, non. Pourquoi cette personne, même si c'est bien beau ce qu'il a dit, tout le monde a applaudi, mais ça relève que cette personne est passée par liste, ne comprend pas que ce qu'ils ont dit, ils ont dit. Et en dernier, je veux dire, le plus grand problème, on n'a pas de partis politiques, on a des syndicats criminels. Comment ça? Parce que les partis politiques sont là pour mettre en œuvre leur vision politique. Mais ici, on a des partis pour accéder à la majeure au poste. Et nous tous, moi et toi, on est complices. On n'a pas de parti politique. Et tant qu'on a des syndicats criminels acceptés, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu passes, hein, tu prends l'Assemblée, tu prends député. Moi, j'ai tellement de députés, je dois avoir un poste ministériel. Ce n'est pas pour travailler, changer, c'est pour partager. On a fini. On a ça. Le problème, c'est toi. On a fini pour aujourd'hui. Un petit mot par rapport à notre thématique. Quel bilan pour un an du gouvernement Soumiloua? Il n'y a pas de bilan. Pas de bilan à présenter. Pas de bilan à présenter. On va faire mieux. J'espère que le président Tshisekedi va avoir un autre Premier ministre qui n'est pas un canard boité. Et je compte que le 4 pouvoir, la presse, va commencer à faire ce qu'elle doit faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous venez là de suivre le professeur Dio Sekimonyo Moutabazi. On se retrouve prochainement. Ça fait, on ne va plus vous perdre longtemps. Je suis là. Très bien. Merci beaucoup à notre directeur technique Jean Makadi. Merci beaucoup à Jires là et on se retrouve prochainement, mesdames et messieurs. Restez entre le bonnes mains de Télé 7, la télé républicaine. Au revoir. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger.